à tous et merci donc d'être là. Donc nous allons commencer. Alors notre sujet aujourd'hui est un sujet d'actualité brûlante, si j'ose dire, c'est la PMI. Est-ce qu'elle peut saisir l'opportunité de la réindustrialisation? Et surtout, comment faire? Voilà. Donc pour traiter de ce sujet, nous recevons Baptiste Autin, qui est leader de production France et vice-président du cluster Mécaloir de Saint-Étienne, Thierry Badel, qui est chargé de mission territoire d'industrie chez Intercommunalité de France, ingénieur chez Michelin, ancien maire et président de communauté de communes, Marc Chauvet, ancien chef d'entreprise du groupe CGR, spécialiste du management participatif, Richard Rakoto Arisoa, leader industrie 4.0 de Poquelin, Rodolphe Roy, PDG ATS Ingénierie, vice-président du cluster Nucléaire Vallée et ambassadeur de French Lab. Jean Salin, alors qui ne nous a pas rejoint, je ne le vois pas, qui est président du cercle d'entrepreneurs d'Alsace-Bossu. Et Jean-Pierre Schmitt, s'il arrive à nous rejoindre, qui est professeur honoraire du CNAM. Et donc, je suis Christophe Faury, qui est cofondateur de l'Association des Interpreneurs. Alors, ce que je vous propose comme première question, c'est qu'en fait, lorsque nous avons préparé ce débat, donc vous nous avez dit que notre situation ressemblait à un après-guerre et qu'une nouvelle entreprise allait en résulter. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi c'est le cas et pourquoi l'entreprise actuelle n'est plus adaptée à la situation et ce qu'elle doit devenir? Voilà. Donc, qui est-ce qui veut prendre la parole pour clarifier cette question? Dites-moi. Rodolphe, là, Je je peux vois. bien démarrer, effectivement, si vous le souhaitez. Écoutez, déjà, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous pour cette heure ensemble. Pour rentrer dans le vif du sujet, si on prend juste un peu de recul, et peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'industrie vit sa 4e révolution industrielle actuellement, depuis quelques années, celle de la transformation digitale. Après la 3e révolution industrielle qui a été menée pour automatiser, robotiser l'industrie, on est rentré dans cette 4e révolution industrielle. Et donc, comme toute révolution, il va falloir s'adapter. L'industrie, les entreprises, les PME, ETI, grands groupes n'ont pas le choix. La vague est là et il va falloir surfer cette vague ou sinon ça va être compliqué. Donc une révolution, ce sont pour certains des contraintes et pour d'autres beaucoup d'opportunités de se transformer. Ça veut dire une transformation, ça veut dire une transformation technologique, transformation technique qui, on espère, va nous amener plus de performance. C'est ce qu'on regarde immédiatement dans toute transformation pour aller plus loin, mieux, plus vite, plus haut. Mais surtout, cette révolution, ça va être aussi une conduite du changement, une vraie révolution humaine. Donc, d'un côté, cette révolution va nous emmener plus de performance, mais pour plus d'humains. C'est en tout cas tout l'enjeu, et c'est ma conviction profonde, c'est qu'une transformation digitale réussie, si on réussit à s'inscrire dans cette révolution industrielle, c'est parce qu'on aura pu amener performance, mais on aura pu amener plaisir et reconnaissance au travail pour tous les salariés, collaborateurs, tous ceux qui sont effectivement dans ce contexte industriel. Et attention, je parle bien de plaisir au travail, je ne parle pas de bonheur au travail, qui sont pour moi deux notions bien différentes. Donc, rien de plaisir au travail, de reconnaissance, c'est tout l'enjeu. Une transformation digitale, elle ne sera réussie que si on a réussi, à mon avis, à pouvoir effectivement accompagner la conduite du changement dans l'entreprise. Donc, ce sont des enjeux énormes qui, après, effectivement, sont soutenus par l'État, seront soutenus par les entrepreneurs et qui doivent s'adapter et qui doivent emmener leur entreprise. Donc, plein de sujets dont on va parler dans cette prochaine heure. Mais voilà un petit peu pour poser le décor. Pour moi, en tout cas, voilà, cette révolution est là et on doit surfer la vague. Rodolphe Roy, merci. Alors, qui est-ce qui veut réagir là? Oui, Richard Rakoto. Bonjour à tous, je suis Réja et ravi en tout cas de faire partie de cette table ronde d'aujourd'hui.
pour compléter en fait ce que disait Rodolphe, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de changements depuis un petit peu moins de 2 ans maintenant. Ce qu'on constate effectivement, c'est que ce qui ne bouge pas, c'est que reste au niveau des staticos, c'est qu'une question de temps, ils vont mourir demain. On a constaté ça, par exemple, vous avez vu l'histoire des transports, par exemple, c'est devenu de plus en plus cher, c'est beaucoup plus compliqué. On a, par exemple, nous, des usines un petit peu à gauche, à droite dans le monde, on ne peut plus y aller pour les aider. Et donc là, il y a un enjeu en fait hyper important, c'est justement la partie digitalisation là, mais ça ne va pas résoudre en fait le problème à lui tout seul, parce que derrière, comme disait Rodolphe, en fait, il y a tout un conduit de changement à faire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait en fait les bonnes personnes capables d'amener ce conduit de changement là. Il y a aussi le fait qu'on est dans l'ère du numérique aussi. Et donc, beaucoup des clients ou des gens en fait, qui demandent nos produits, ils veulent des choses plus vite et potentiellement aussi, ils veulent se différencier des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie de demain, ou de maintenant d'ailleurs, il faudra qu'il s'adapte rapidement par rapport à ça pour être concurrentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on va rester avec la manière dont on faisait à l'ancienne ou pas de digitalisation du tout, on va perdre beaucoup de temps et donc du coup, ça va avoir des coûts en fait qui va être énorme et donc du coup, ça va demander une certaine innovation pour chaque entreprise. Sauf que innover, ça veut dire quoi? Innover, ça veut dire qu'il faut que la notion d'essai-erreur, il doit faire partie en fait de l'ADN de l'entreprise, qui n'est pas forcément le cas, en tout cas par rapport à ce que moi je vois autour. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'en fait, si on accepte l'essai-erreur, ça veut dire qu'en fait, on va prendre, on va dire, l'échec comme étant notre meilleur coach, entre guillemets. Et ça, il faut que ça rentre en fait dans la tête des patrons. Et surtout, pour pouvoir être flexible, aller faire de la spécification sur les produits qu'on va fabriquer. En bas, il y a ce qu'on appelle aussi la continuité numérique, qui doit être aussi en fait un clé de voûte, sauf que bien entendu, une entreprise tout seul ne peut pas en fait et faire son cœur de métier, et faire de la digitalisation, et faire du conduit de changement, etc. Donc du coup, ce qui veut dire en fait, c'est que l'entreprise de maintenant, de demain, aura besoin en fait un petit peu de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va rester dans son coin, qui n'a pas besoin des aides des autres, c'est qu'une question de temps, ils vont mourir aussi. Donc là aussi, il y a la notion du collectif, je pense, qui est important, qui rentre en jeu, et surtout identifier, se mettre dans un réseau pour pouvoir en fait profiter aussi de ce mouvement-là. Alors, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qui est-ce qui veut réagir? Alors, on avait parlé justement d'après-guerre. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire pourquoi on est dans un Effectivement, après-guerre? parce que, pour moi, cette notion d'après-guerre, telle que je l'avais pu l'évoquer, de ce qui a été dit, on est dans un mouvement qui existait déjà depuis un certain temps, de mouvement vers la digitalisation de l'industrie et de la société de manière générale. Mais il y a eu un choc. Un choc était lié à la crise sanitaire. Et ce choc, il a eu 2 impacts. Il a eu un impact économique. Les confinements ont vraiment marqué une rupture. Et il y a eu un choc psychologique aussi. Et les mentalités ont beaucoup changé. Et on se retrouve finalement dans une situation dans laquelle les gens sont demandeurs maintenant de changement. Ils sont beaucoup plus ouverts au changement et prêts à faire des évolutions et prêts à changer. Et ce mouvement-là, il vient amplifier un autre phénomène aussi, qui est la décarbonation de l'industrie, qui va aller de pair et qui va avoir des impacts énormes sur la façon de produire et sur les coûts, finalement, globalement, de l'industrie. D'accord. Donc, alors, qu'en pensez-vous peut-être, Jean Salin, de son Alsace-Bossu, là-bas? Comment voyez-vous les choses? Comment voyez-vous la transformation de l'entreprise? Micro. Ah, Jean, je crois qu'on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez mis votre micro? Ça marche mieux avec le micro. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, on vous entend bien mieux. Alors, dites-nous, comment voyez-vous les choses? Oui. Écoutez, honnêtement, je dirais, cette relance, je la vois pas spécialement venir. J'aimerais bien connaître un peu les avis, je dirais, des autres participants, dans le sens où
qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a vraiment une relance? Tout ce que je peux dire, c'est que certes, on entend des entreprises, je dirais, revenir en France. J'étais 42 ans dans l'industrie automobile. J'ai vécu presque pendant 42 ans la bataille contre, je dirais, avec le low cost. Je ne pense pas que cette guerre, parce que c'est une vraie guerre, soit terminée. Et qu'en parlant du domaine le seul que je connaisse, c'est l'industrie automobile, je pense que la productivité jouera toujours un grand rôle. Derrière productivité se cachent les coûts, et que l'industrie automobile continuera à acheter là où c'est le moins cher. Ce n'est pas la peine de nos jours de parler qualité, c'est plus ça qui fait la différence. La qualité est un but. Donc, désolé, je ne suis pas tout à fait en phase avec vous. Il restera juste à me convaincre. Vous avez 1 heure dans le sens où, voilà, quels sont les indices de cette relance? Alors, Thierry, est-ce que vous voulez répondre peut-être? Oui. Moi, je reviendrai, parce que je ne pense pas tellement sur la notion de relance, mais plutôt sur une accélération des mutations. Et c'est ce qui a été dit, hein. Et la crise a provoqué cette accélération, et les entreprises qui ne vont pas arriver à suivre, qui ne vont pas arriver à faire cette mutation, elles vont disparaître, c'est clair. Donc, c'est plus sous cet aspect-là qu'on va avoir une nouvelle industrie qui va ressortir. Donc, en fait, vous êtes d'accord au fond, c'est-à-dire qu'il faut se transformer et il faut se bagarrer contre le low cost en étant peut-être plus productif, comme disait tout à l'heure Rija. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, des conditions de la nouvelle entreprise? Oui, je vois Rodolphe qui lève le doigt là-bas. Non, mais là où je rejoins effectivement Jean, c'est effectivement la France. L'État français a, depuis de trop nombreuses années, décennies, accepté ou subi une désindustrialisation. Aujourd'hui, l'industrie, c'est moins de 10% du PIB français, c'est trop bas. On a cru qu'on allait être uniquement une société de services et que la production industrielle allait se faire à l'extérieur de l'État. Je pense et beaucoup pensent effectivement que c'est une bêtise aujourd'hui, qu'on a un enjeu fort de réindustrialiser le territoire, que malgré le fait que l'État soutienne beaucoup d'initiatives, ça va prendre bien plus de temps que les 2, 3, 4 prochaines années, soyons lucides, évidemment, que c'est un mouvement qui va prendre du temps. Alors, des initiatives, il y en a plein, hein. J'ai la chance d'être ambassadeur sur la French Fab. On a eu avant la French Tech. Maintenant, c'est la tech dans la Fab, parce qu'on a besoin de tech dans Fab, ok. Les coques verts, les coques bleus, les coques rouges. L'État a mis en place des programmes d'accélérateurs de PME via BPI France pour passer de PME à ETI, pour que les ETI deviennent des grands donneurs d'ordre. Les plans de relance, le plan France 2030 pour améliorer l'outil de production, pour aider à la relocalisation des productions, transformation de l'outil industriel, et puis beaucoup de de marketing poussé par l'État pour donner envie aux jeunes de rejoindre un milieu industriel. Donc, il y a des efforts, voilà, qui sont faits, des soutiens qui sont donnés à l'industrie, aux PME, pour reconquérir des marchés, pour se développer, pour grandir, pour se structurer, parce qu'on a un État productif, un État de PME et de production française qui est quand même effectivement pas en grande forme. Et puis, sûrement des entrepreneurs qui sont lassés, fatigués et qui ont juste peur. Parce qu'en plus, on vit une révolution industrielle. Donc, ça fait juste peur. Peur pour soi, peur pour son entreprise, peur pour ses collaborateurs, peur pour ses clients ou avec ses clients. Donc, c'est très compliqué. Donc, ce mouvement-là, il est soutenu et ça va prendre du temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et dans la décennie, je crains qu'on n'y arrive pas, même si tout va toujours très vite. Ce qui est sûr, c'est que la techno peut aller vite. Mais la conduite du changement dans les entreprises,
les femmes, les hommes qui se transforment, c'est très compliqué. Hein. Moi, j'ai un adage, hein, pour aller vite, il faut aller doucement. Sinon, on se plante. Donc, il n'y a pas le choix, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on parle d'humain. Alors, merci. Alors, j'aimerais peut-être qu'on entende Baptiste Autain, qui est le leader de Production France, hein, justement, qui est sur la relocalisation, qui est un peu au cœur du combat, pour savoir ce qu'il en pense de tout ça. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Je rebondis sur ce que disaient Rodolphe et Rija. Effectivement, pour cette transformation, une clé de réussite va être le travail collectif, voilà, notamment sur les PME. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont seuls et gèrent déjà au quotidien les plannings, les clients, le RH, les fournisseurs. Alors que, comme le disait Rodolphe, aujourd'hui, on a à disposition, chose qu'on n'a pas eu contrairement à certains de nos voisins européens, qu'on n'a pas eu pendant des décennies, des dispositifs d'aide assez conséquents et qui viennent de tout horizon. Hein. Ça vient de la région, des départements, des métropoles, de l'État, de l'Europe, etc. Et que là-dessus, il faut savoir s'appuyer sur le réseau pour aller collecter les infos et au moins chercher notamment le bon appel à projet, la bonne subvention, etc. Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, en étant vice-président de l'association Mécaloir, donc qui regroupe, qui est un cluster autour de la mécanique sur le bassin stéphanois, qui regroupe 70 entreprises, on a la chance, nous, voilà, d'avoir notre chef de projet sur ce cluster, qui va accompagner les entreprises, qui va aller dans les entreprises détecter un peu les problématiques du quotidien et grappiller autour de tout ce qui va, on va dire, étatique, politique, etc., pour dire, tiens, il y a peut-être une solution sur tel appel à projet, sur la digitalisation, sur la transition écologique, sur l'accompagnement, sur pas mal de choses, et qui aide aussi les PME à monter les dossiers. Donc voilà, donc ça, moi, un des facteurs clés de succès, c'est vraiment que l'entrepreneur se fasse aider. Parce qu'effectivement, comme le disait Rija, si on ne change pas, on mourra. Et que du coup, pour ne pas mourir, il ne faut pas s'entêter à le faire tout seul, il faut aller s'accompagner. Et le meilleur moyen, je pense que Rodolphe, il peut aussi en parler avec Nucléaire Valley, voilà, c'est de s'adosser à des réseaux qui peuvent nous accompagner les PME sur ces transitions, quoi. Et profiter des aides qui s'offrent à nous aujourd'hui, qui sont on est passé de tout à rien, donc voilà, enfin de rien à tout surtout. Donc faut en profiter, hein. Voilà, typiquement, on parle de transition écologique. Cette semaine, ils ont sorti une aide qui peut monter à hauteur de 50% pour désamianter les toitures et mettre du panneau photovoltaïque sur les toitures des usines. Voilà, ça fait 5 ans qu'ils en parlent, c'est sorti au JO cette semaine, quoi. Donc voilà, faut saisir les opportunités. Et tout seul, l'entrepreneur, il n'a pas le temps d'aller chercher, savoir ce qui existe en dispositif, il n'a pas le temps. Donc faut s'appuyer sur les réseaux, quoi. Voilà. Alors justement, la question que je voulais vous poser, c'était comment vous voyez l'entreprise, cette nouvelle entreprise. Alors peut-être qu'il faudra 10 ans pour y arriver, hein, comme vous nous avez dit, mais elle ressemble à quoi et quelle est sa différence par rapport à l'entreprise française actuelle? Qui est-ce qui veut dire quelque chose? Jean Salin, peut-être, non? Enfin, si vous... Oui, je veux bien parler. Je veux juste rebondir sur ce que M. Autain a dit. Je suis assez d'accord qu'il faut profiter des aides, qu'il faut profiter des réseaux, qu'il faut profiter de tout ce que je dirais qui pourrait nous faire du bien. Mais ce n'est pas la clé du mystère. Et la nouvelle entreprise ou l'entreprise qui va bien en France, c'est l'entreprise qui fait ce que les autres ne savent pas faire. Et je dirais un peu mieux, c'est l'entreprise qui fait peut-être encore mieux ce que les pays low cost savent faire. Ça, c'est le fond. Il faut déjà avoir un business qui tient la route, ne pas se battre, je dirais, contre ses concurrents avec les mêmes armes qu'eux,
je disais souvent à mes gens, en France, il faut faire le business avec la tête, pas avec les mains, parce que les mains elles coûtent beaucoup moins cher dans les pays low cost. Donc, en résumé, ce qu'il faut, c'est le bon métier, le métier où on est meilleur que les autres, le process où on est plus performant que les autres. Et c'est comme ça qu'on arrivera, je dirais, à se battre. Et désolé, moi j'ai vécu ma dernière entreprise que j'ai créée en 2005. Donc, je suis très fier. Elle existe toujours dans l'automobile et en France. Mais c'est pas parce que j'ai eu beaucoup d'aide, c'est pas parce que j'avais beaucoup de soutien politique ou tout ce que vous voulez, mais c'est parce que j'avais eu les bonnes idées, j'avais fait ce que les autres savaient pas faire. Et souvent, c'est ce qu'il y a de plus dur. Faire ce que les autres ne savent pas faire, c'est ça la difficulté. Et c'est ça qui pérennise les entreprises. Alors, comment vous voyez justement l'entreprise française actuelle par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'elle attaque ce que les autres ne savent pas faire, ou est-ce que vous pensez qu'elle a un chemin à faire? Oui. Alors, il y en a. Alors, bon, il ne faut pas généraliser. Il y a de très belles entreprises, mais si vous les regardez, vous verrez que dans ce que je dis, elles font ce que les autres ne savent pas faire, sous des formes différentes. Par contre, celles qui se battent en France avec des pays low cost au niveau de la main-d'œuvre, parce qu'elles ont, je dirais, énormément de main-d'œuvre dans le process, elles ne survivront pas longtemps. Voilà. Moi, je crois. Oui. Alors, Marc Chauvet, oui. Oui, je voulais répondre, rebondir sur ce que dit Jean là. Alors moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Alors c'est peut-être ce qui fait. Bon. Moi, je pense qu'il y a quand même eu un révélateur avec la crise là. Il y a deux choses. Je pense que d'abord, il y a une prise de conscience collective de la société, enfin tous les individus de la société, de la nécessité, des dangers de délocaliser à outrance dans des pays très lointains. Bon. Et je pense que cette prise de conscience, il faut l'intégrer dans cette révolution-là, parce que tout le monde est d'accord pour dire oui, il faut refaire les choses en France, alors qu'avant, c'était facile d'aller acheter un produit pas cher fait en Asie, peu importe, on ne regardait même pas d'où il venait d'ailleurs, du moment qu'il n'était pas cher, on regardait avec le prix. Donc je pense que la prise de conscience existe, au même titre d'ailleurs que l'écologie est en train de se faire. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose qui moi, me paraît très, très intéressante, c'est par exemple l'augmentation très forte du coût des transports, et en particulier des transports maritimes. Voilà, il y a plein d'indices comme ça qui font que de regarder que le critère coût, moi j'ai aussi, l'automobile, c'est ce qui a nourri trois quarts de ma carrière, donc je connais bien, mais je pense que ça ne sera plus le seul critère qui sera pris en compte. Et la troisième chose, si on prend par exemple l'automobile, c'est que par rapport à tout ce qui se passe, elle va naturellement très fortement évoluer dans sa technologie. Donc, c'est plutôt ça peut être aussi une chance, si on le prend bien, la technologie évoluant pour faire place, avec bien sûr des automatisations, à de nouveaux entrants ou de nouveaux PME qui voudront prendre cette nouvelle voie. Et la dernière chose que je voulais dire sur cette chose-là, sur tout ça, c'est qu'effectivement, il faut le faire avec les hommes, mais je pense que on ne pourra que le faire qu'avec les hommes de l'entreprise, mais je pense aussi que cette pandémie, là, ces 2 ans, la société, les hommes ont su s'adapter à une situation de crise, de guerre, assez incroyablement. Et je pense qu'en France, on n'a pas été si mauvais que ça, hein, malgré tout ce qu'on peut entendre au niveau critique, notamment dans les politiques, ainsi de suite. Et je pense que cette crise a aidé l'ensemble des acteurs à prendre conscience. Et tout ça, comme on a des talents, dès l'instant où ils en ont conscience, dès l'instant où ils se mettent ensemble, et dès l'instant où ils construisent un projet, bien sûr, il faut avoir une vision, un projet sur les industries du futur, pas sur les industries du passé, ça c'est évident. Mais je pense qu'on peut avoir des atouts
par rapport à aux différents critères que je viens de citer. Moi, je suis plutôt optimiste. Ah, ben voilà. Voilà un bon point de départ. Alors, continuons sur notre entreprise idéale qui finalement serait peut-être un peu plus proche que ce qu'on pensait. Vous la voyez comment? Donc, on fait ce que les autres ne savent pas faire. C'est un peu impossible, n'est pas français. On attaque les low cost par l'innovation. Comment vous la voyez, cette entreprise de demain? Je ne sais pas qui est-ce qui veut prendre la parole. Christophe, moi, je veux bien Oui, Jean. commenter sur ce que Marc vient de dire, puisqu'il se trouve que j'ai fait une étude sur son entreprise, donc je la connais un petit peu, bien moins que lui, bien sûr. Ce que j'ai remarqué dans son entreprise, c'est qu'il s'appuyait beaucoup sur les compétences de ses salariés. Par exemple, travailler en groupe. Et à mon avis, je crois que la solution, ou moins une partie de la solution, elle est là. Le patron tout seul ne peut rien. Il ne peut qu'avec les compétences de ses salariés, en organisant le dialogue, en facilitant la remontée des informations, en les encourageant. Je crois que vraiment la solution, elle est à s'appuyer sur les compétences de ses salariés, de ses compagnons. Alors, que pensez-vous de cette idée du professeur Schmitt, là, que peut-être l'entreprise de demain, ça serait une entreprise qui s'appuiera beaucoup sur ses salariés? Peut-être moins, enfin, ce qui n'est peut-être pas le modèle d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux reprendre à la main vite fait. Alors, par rapport à ça, en fait, effectivement, l'entreprise ne peut pas avancer sans ses hommes. Et le patron ou le chef d'entreprise à lui tout seul, il ne peut pas faire le travail tout seul. Tout à l'heure, on avait parlé du fait qu'il faut être dans un réseau, il faut comprendre son environnement. Il faut aussi, en fait, surtout comprendre quelles sont ses missions. À partir de là, en fait, on va pouvoir faire le benchmark par rapport à ce que font les autres. Et puis derrière, bah, comme disait Jean tout à l'heure, il faut être à l'exception, dire que c'est être celui qui est capable de faire que les autres ne peuvent pas faire. Parce que ça, bah, si on n'a pas les hommes, on ne peut pas le faire. Et par exemple, pour recruter les bonnes personnes pour faire ce travail-là, ce n'est pas forcément évident. Et j'en fais l'expérience en ce moment, par exemple, chez Poulin, où on a du mal en fait, à faire venir des talents parce qu'on est peut-être localisé dans des zones où les jeunes ne veulent pas forcément venir. Et aussi certaines choses, dire l'industrie, bah, ça pollue, etc. Et donc, on y a le green bashing là, qui dit il faut que ce soit gain, etc. Donc, il y a beaucoup de jeunes encore qui pensent que l'industrie, ça pollue. Et donc, c'est contre en fait un petit peu la planète. Et donc, du coup, c'est hyper important aussi. Je pense que l'entreprise communique sur ce qu'elle sait bien faire, sur quoi elle s'engage en fait en termes de respect de cette partie environnementale là. Mais plus encore en fait par rapport à ça, c'est que je côtoie pas mal de jeunes ou des moins jeunes qui créent pas mal d'entreprises aussi. Et ce que je constate en fait, c'est qu'ils quittent, on va dire, les entreprises traditionnelles, normales, parce qu'ils ne peuvent pas forcément s'exprimer comme eux, ils entendent. Parce qu'il y a peut-être un management qui est un petit peu autre et qui bride trop les personnes. Et donc, pour moi, l'entreprise en fait, qui va rester, qui vont grandir en tout cas dans le 20e siècle, c'est une entreprise qui change son management. Moi, j'appelle un petit peu avec un leader authentique, ou quelqu'un qui aspire confiance, qui fait confiance aux autres et qui délègue aussi. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait du fait d'aller réseauter, d'aller voir ailleurs un patron en fait, qui ne sort pas de sa boîte, qui ne va pas voir à l'extérieur. Ce n'est pas possible en fait qu'il va dire tiens, je vais faire mieux que les autres alors qu'ils ne savent même pas ce que font les autres. Sauf que pour avoir le temps de faire ça, ces patrons-là, il faudra qu'ils sortent. Donc, il faut que le travail continue quand même. Quand l'entreprise tourne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des lieutenants en dessous qui fait le travail, à qui on fait confiance. Et peut-être aussi, en fait, le mode de reconnaissance ou de rémunération de ces personnes-là, peut-être qu'il faut le changer aussi, les intéresser un petit peu plus pour que ils s'engagent complètement quoi, aussi. Parce que si la personne, on dit ce qu'il y a à faire, là aussi, pareil, il y a une limite aussi en fait, dans le temps sur le développement de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a tout à faire au niveau RH, au niveau conduite des changements sur ce côté-là pour que en fait, les gens s'épanouissent et surtout en fait, on laisse dans l'entreprise ce droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, l'innovation, il vient avec les essais-erreurs. Sauf que si on bride tout le monde ou si on va mettre un taquet parce que quelqu'un il a fait une erreur, mais il n'y aura pas d'innovation et donc c'est la mort aussi dans l'entreprise de demain.
Donc ça, c'est voilà, un petit peu une vision que moi j'ai par rapport aux personnes que je côtoie et ceux qui quittent des boîtes parce qu'ils ne sont pas bien. Et en fait, à un moment donné, si on les intéresse et qu'ils sont aussi, ces gens-là, en fait, ils sont reconnus ou récompensés aussi par rapport aux résultats, hein, mais pas juste pour faire des tâches, je pense que ça changerait beaucoup et ça permettrait de pérenniser aussi les entreprises. Alors, est-ce que vous avez des idées sur ce sujet? Et j'aurais aussi une question à vous poser éventuellement, c'est sur la culture française. Par rapport à ce nouvel environnement concurrentiel dont vous êtes en train de nous parler, est-ce qu'on a des forces sur lesquelles jouer? Est-ce que cette nouvelle entreprise, elle devrait être finalement très française, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas, qui veut dire un mot? Peut-être Baptiste Autain, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Alors, je rebondis aussi sur le collectif. Alors, je reviens sur ce que disait Jean tout à l'heure. Effectivement, ce n'est pas la solution unique, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais ça fait partie des atouts à avoir dans sa manche pour cette nouvelle entreprise qui, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi. Donc, aujourd'hui, voilà, la force des réseaux, je pense qu'elle est primordiale. Typiquement, nous, on essaye de proposer aux entreprises qui souhaiteraient relocaliser. Et je confirme aussi, ce n'est pas dans l'automobile qu'aujourd'hui les réflexions sur la relocalisation se portent. Par contre, sur le bien d'équipement ou sur d'autres activités, certains constructeurs et certains fabricants se posent et lancent des projets de relocalisation. Voilà, c'est accompagner ces entreprises pour notamment leur permettre de reconsolider toute la chaîne de sous-traitance qu'ils avaient, soit à l'étranger, dans les pays low cost, mais leur proposer aussi les services. La partie robotique aujourd'hui en France est une force qu'aujourd'hui on peut avoir pour être compétitif aussi par rapport à ces pays low cost. Donc voilà, c'est important de pouvoir s'adosser à des compétences que n'ont pas forcément les entreprises et à penser un peu différemment la réponse à l'appel d'offres aujourd'hui, aux appels d'offres, ou si on y va tout seul, forcément, on se fera retoquer par rapport à du low cost. Par contre, si on s'adosse à d'autres partenaires avec des réflexions un peu intelligentes, sans forcément faire de la sous-traitance basique, mais en co-traitance, en montant des groupements d'entreprises, etc., répondre à plusieurs sur des dossiers, il y a une réflexion là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, l'entreprise, si elle veut conquérir des nouveaux marchés, effectivement, elle ne pourra pas le faire toute seule. Et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, le réseau d'entreprise sur une filière soit mécanique, soit horizontale, soit verticale, peut être importante pour accélérer cette transformation et pour cette nouvelle entreprise, quoi. Oui. Enfin, pour compléter, je pense que le maître mot reste innovation, quoi. Et dans l'innovation, il y a l'imagination, il y a la flexibilité, il y a la capacité à travailler ensemble, et tout ça, c'est l'humain derrière, hein, qui est quand même l'élément principal dans l'entreprise, le facteur d'innovation. D'accord. Et alors justement, est-ce qu'on a des atouts? Parce qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas, mais est-ce que la France a des atouts dans ce domaine? Alors, notamment, comme on dit que l'humain est très important, est-ce qu'il y a dans notre culture quelque chose qui est une force? Peut-être Oui, Rodolphe. pour compléter un petit peu, je suis en phase avec tout ce qui vient d'être dit. Juste pour compléter un petit peu, je pense que avant tout, c'est aussi de la responsabilité du dirigeant que de changer de posture dans le contexte qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise, il doit ramener de l'équilibre entre l'exploitation, qui était son quotidien jusqu'à présent, soutenir l'exploitation et faire en sorte que ses collaborateurs, ses clients se tournent. Donc, équilibre entre exploitation et exploration. Voilà. Sortir, effectivement, voir ce qui se passe ailleurs. C'était effectivement en résonance avec ce qui vient d'être dit. Et puis, son autre job, c'est d'évangéliser. Je parle de CEO, Chief Evangelization Officer. Voilà. Il est là pour évangéliser, porter la parole, pour donner du sens. Tous les jeunes collaborateurs, collaboratrices qui nous rejoignent, ils ne viennent plus pour l'entreprise. Avant, ils disaient qu'ils venaient pour le dirigeant. Ils viennent pour le projet d'entreprise.
Et donc, il faut qu'on soit capable, nous dirigeants, de dire c'est quoi la juste cause que l'entreprise va relever. C'est quoi le pourquoi on existe. On comprend bien ce qu'on fait, le why, le what, qu'est-ce qu'on fait, comment on le produit. Nous, on fait des études, alors on le fait avec tel outil, telle valeur, tel truc, machin, tel réseau. Mais pourquoi on fait ça? Et si on donne du sens, alors on touche à l'émotion et on va pouvoir redonner envie de nous rejoindre. Et ça, personne d'autre que le dirigeant ne peut impulser ça. C'est sa responsabilité d'amener cette vision, cette ambition, ce sens. Il faut qu'il y croie lui, qu'il puisse pousser ça auprès de ses cadres, ses équipes, avec tous les relais possibles, et qu'il évangélise ça auprès des clients, auprès de son équipe. Micro. On vous a perdu. On ne vous entend plus, Rodolphe. Rodolphe, on vous a perdu. Mince. Ouais, je Voilà. suis désolé. La dernière Voilà. phrase. Donc voilà, il doit donner du sens pour résonner à l'extérieur, donner envie auprès des clients, de son écosystème, de ses collaborateurs. C'est juste indispensable. Et donc, c'est vraiment notre posture. Ce n'est pas ce qu'ont l'habitude de faire les dirigeants de PME habituellement. On est concentré sur son exploitation et puis voilà, on essaye de sélectionner nos candidats, mais ce n'est plus dans ce sens-là que ça marche. Maintenant, c'est les candidats qui nous choisissent. Donc, on doit donner envie, ça veut dire qu'on doit faire du marketing et en France, on ne sait pas faire ça, on sait mal faire. Faire du marketing pour donner envie à nos clients de nous rejoindre, donner envie à nos collaborateurs de nous rejoindre, c'est une vraie difficulté. On ne doit pas non plus être dans une posture où on disait nos concurrents, qu'est-ce qu'on en fait? Les concurrents, ils seront toujours là et même s'il y en a un qui est mort, il y en aura un nouveau qui va naître. Donc, à un moment, on doit juste être en situation, capacité de les démoder. Et c'est ça, toute cette démarche bienveillante, c'est-à-dire qu'à un moment, les concurrents, ils sont là, ils existent, ils nous font mal, qu'ils soient très loin, beaucoup moins chers que nous, et tout. Mais comment est-ce qu'on travaille pour réussir à avoir une interaction différente avec nos clients? Et donc, nos concurrents, on doit juste les démoder. On n'est pas là pour les détruire, il y en aura toujours un demain matin qui va se créer de toute façon. Donc, c'est un cercle sans fin. Donc, n'allons pas dans cette direction-là, à mon sens, mais démodons-les. Et on les démode comment? On les démode avec un état d'esprit d'entreprise, avec de l'innovation, un changement de posture. Et du coup, le client, il ne sait pas pourquoi, mais il a envie de bosser avec nous. OK, techniquement, on est bon ou pas, ou en tout cas, on est bon, j'espère. On est dans l'innovation, on est dans le changement, on est dans une attitude différenciante et on essaye de ne pas se caler exactement à son cahier des charges. C'est là où il faut essayer d'être en disruption. Et pour ça, il faut changer de posture vis-à-vis de son client. Je dis souvent, nous, on est passé d'une société de sous-traitance, avec le sous, limite la soumission, la conformité à la demande, et de la conformité, on passe à la confiance. Je ne veux plus être dans la conformité. Et pourtant, c'est un ingénieur qui vous parle, qui était habitué, qui était formaté pour ça. Voilà. Je ne veux plus être dans la conformité, on ne peut plus être dans la conformité, il faut qu'on soit dans la confiance pour se différencier. Voilà. Et donc, cette posture-là, c'est vrai qu'en France, on a du retard. Quand on parle de marketing, on voit effectivement les anglo-saxons, les Américains, ils sont à fond là-dedans, quoi. Ils font un truc tout petit, ils en font des caisses. Et d'ailleurs, ça nous énerve, nous Français, en disant attendez, les gars, ils ont fait n'importe quoi, là, un truc tout pourri, ils en font des caisses et ils se croient les champions du monde. Eh bien oui, mais n'empêche qu'ils donnent envie. Voilà. Et nous, avec toute la compétence technique qui est une des forces principales de l'entreprise, on forme des techniciens fantastiques, des ingénieurs au top, et derrière, à se concentrer sur la conformité et sur l'excellence technique, dont on a quand même besoin, je ne la minimise pas, absolument pas. Il faut que c'est plus suffisant. Il faut aller au-delà. Donc, il faut que l'entrepreneur ait compris ça et qu'il mette cette dynamique dans l'entreprise. Pour ça, je dis qu'il a changé de posture, même de job, quoi. C'est un autre métier. Merci beaucoup. Christophe, pour aller dans ce que je disais tout à l'heure sur la culture française, je crois qu'on aurait intérêt à se rappeler qu'en France, on a eu les compagnons du devoir, les compagnons du Tour de France. Et là, ils ont à la fois la compétence et le sens, comme disait Rodolphe juste maintenant. Ils ont les deux. Et c'est des gens remarquables. Si on s'inspirait de ce qu'ils font, si on allait les voir un peu plus, si on allait parler avec eux à Paris, par exemple, on apprendrait beaucoup de choses. On pourrait dire des choses très intéressantes aux salariés de nos entreprises. Alors, merci beaucoup. Alors justement, que pensez-vous de ce que disait Rodolphe, là, comment aller au-delà?
Est-ce qu'il y a malgré tout des forces sur lesquelles jouer? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'il n'y a pas Marc Chauvet peut-être ou Il y a Thierry qui voulait parler là. Ah, Thierry voulait parler. Alors Thierry, Il a levé la main. je ne vois pas tout. Lequel? Thierry Badel. Qui est fin, non? Qui est Non fin aussi, vous voulez Ah, parler. Thierry qui est fin, ah, d'accord. Mais oui, c'est fort intéressant et je vous remercie beaucoup de participer à cette réunion. Moi, j'ai une constatation. Effectivement, il faut rendre nos entreprises sexy. Et Rodolphe avait parfaitement raison de le dire auprès de nos clients, auprès de nos concurrents aussi, parce qu'on est tous appelés à travailler ensemble. Moi, je ne suis pas dans l'industrie, je suis dans l'hôtellerie et dans le tourisme. Mais en fait, une destination touristique, si on prend un hôtel, ça ne sert à rien. Si on prend la destination plus l'hôtel, ça ne sert pas à grand-chose. Si on prend la destination plus l'hôtel, plus tout ce qu'il y a autour, les patrimoines, là, on a quelque chose d'efficace. Donc, on est aussi en réseau et on travaille aussi en réseau beaucoup. Moi, je voulais juste poser une question à tous les intervenants. On a vu que les chefs d'entreprise avaient besoin d'aide, vous nous l'avez tous dit, mais comment on peut les aider? Financièrement, a priori, les financements se trouvent à droite, à gauche, voire d'un peu partout, ça a été dit. Est-ce que c'est une aide au niveau organisationnel, une aide au niveau de la réflexion, une aide au niveau du changement de posture, comme le disait Rodolphe tout à l'heure? Voilà, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ça. Alors, vous êtes interpellé, dites-nous. De quel type d'aide? Alors, c'était ma prochaine question aussi. C'est-à-dire, comment fait-on quel est le premier pas? Je suis patron de PMI, qu'est-ce que je devrais faire en priorité? Et puis après, il y a Jean-Pierre Desras là, qui nous pose une question. Voilà. Donc, je vous laisse répondre déjà à cette. Qui est-ce qui veut répondre à la question de Thierry Kieffin là? Là, moi, Une réponse. Je peux donner. Oui. Oui. Oui, je peux Marc. donner un premier avis, c'est-à-dire que la première chose, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y en a sûrement certains pourcentages qui n'ont pas conscience que cette révolution est en cours. Et effectivement, ceux-là, on ne va pas pouvoir les aider s'ils n'ont pas un, conscience et deux, ou s'ils n'y croient pas, quoi, hein. Donc, est-ce que ceux-là, c'est comme les non-vaccinés isolés, est-ce qu'ils sont, je ne sais pas, comment les rattraper? Je suis assez pessimiste pour cette catégorie-là. La première étape, c'est celle-là. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée sur le pourcentage, mais je sais qu'il y en a, hein, j'en connais. Voilà, alors est-ce que là-dessus, il y a un pourcentage fort ou faible en France? Je ne sais pas. Alors maintenant, imaginons que j'ai écouté ce webinaire, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma première décision? Qu'est-ce que je dois regarder? Déjà, donc, prise de conscience, peut-être je suis un peu obsolète, quoi. Mais comment je fais pour me transformer? Donc déjà, en fait, je pense qu'il y a l'humilité déjà. Pour dire qu'on ne connaît pas tout, forcément, même si on est le patron, on est le chef de l'entreprise. Il y a cette humilité-là, donc qui rejoint un petit peu ce que disait Marc sur la partie prise de conscience. À partir de là, le fait que cette entreprise-là, en fait, doit comprendre exactement quelles sont ses missions principales. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être expert en fait en tout. Par exemple, c'est quelqu'un qui, actuellement, s'il est en 2021 et qu'il n'est pas digitalisé à minima, c'est un peu compliqué quand même si tout est sur papier ou s'il veut gérer ses coûts pour comparer avec les autres. Ce n'est pas des comptabilités analytiques, par exemple, c'est un petit peu compliqué. Et par contre, il ne peut pas être expert en tout ça. Après, ça va dépendre en fait de quelle est la taille de l'entreprise. L'entreprise qui est vraiment petite, pour moi, ma vision, c'est de dire l'entreprise doit se concentrer uniquement en fait, sur son cœur de métier et tout ce qui est annexe au support, on les sous-traite ou on met ça dans le cloud. Si je parle de la partie qui me concerne, la partie plus informatique, donc sous-traiter en fait tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc ça, c'est la base. Exemple, l'année dernière, j'ai des entreprises qui devaient mettre en place des systèmes de gestion ou pour qui en fait, en interne, ils n'ont pas d'informaticiens. Et donc, du coup, l'idée, c'est oui, les modules 4G, tout ça, oui, oui. Attention. Vous faites Quectel, je crois. Hein. Voilà. Donc, Michel, il faut couper. Oui. Michel Liénard, il faut couper ton… Syncom, oui, oui, je connais, oui, j'ai utilisé des modules de chez eux, oui. Bon, vous pouvez le bloquer, hein, son micro, Christophe.
Donc, en Oui, fait, oui. Ouais. il y aura plusieurs domaines. Donc, il y a la partie, effectivement, il y a la partie plus gestion de ressources humaines proprement dite. Il y a la partie plus outils, parce qu'en fait, il faut se faire aider par les outils. Alors, moi, je suis optimiste dans le sens où, OK, comme disait tout à l'heure, qu'il ne voit pas forcément la partie reprise. Moi, je le vois quand même si ça ne va pas être en exponentiel tout de suite, mais il y a quand même beaucoup de leviers en fait, qui se sont révélés pendant toute cette crise-là en termes d'accélération des choses. On parlait tout à l'heure de la partie logistique, par exemple. Il y a la partie aussi sous-traitance, on en a parlé, et nous, on a eu l'expérience, on a mis en place les outils qui vont bien pour aider à distance des entreprises. Et ça, c'est grâce aussi à la partie numérique. Et ce n'est pas forcément qui coûte les plus chers, et ça permet d'avoir aussi en fait, un effet de levier pour l'entreprise. Donc, donc pour revenir, en fait, que doit faire un patron d'entreprise? Donc, il y a la partie, faire un inventaire, dans quel environnement je suis, quelle est réellement ma priorité, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Et puis, à partir de là, il y a le réseau comme l'entrepreneur qui peut les aider ou qui peut les aider à trouver en tout cas les bonnes personnes pour l'aider dans tel ou tel domaine particulier pour faire les domaines particuliers de l'IT, de la conduite du changement ou peut-être même de la partie finance, etc. Alors, que pensez-vous des idées de Rija et de Marc, et notamment aussi sur la partie d'aide? De quel type d'aide il faut disposer? Vers qui faut-il se tourner? Est-ce que vous avez des idées? Oui, Marc Chauvet, oui. Une fois que le chef d'entreprise a conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, je pense que la première chose à faire, c'est de l'aider à réfléchir sur qu'est-ce que pourrait être son futur ou quelles sont, pour revenir sur ce que disait Jean, là, quelle peut être sa mission dans 2 ans, dans 3 ans. Et là, effectivement, il existe des outils, en particulier dans l'automobile, on connaît beaucoup ces outils-là, mais d'aide à la réflexion et à l'interrogation pour dire quels sont les risques, quelles sont les opportunités, ainsi de suite. Les SWOT, enfin tous ces outils connus pour aider ces gens-là à réfléchir avec, si possible, leurs collaborateurs sur ce qu'ils vont faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et toute cette démarche de réflexion structurée, on va dire, elle me paraît, moi, indispensable pour que le gars, le chef d'entreprise s'approprie qu'est-ce que j'aurai à faire, qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'une fois qu'il dit, voilà, il va falloir que je fasse ça, effectivement, il pourra se faire aider par exemple, quelqu'un qui va l'aider à digitaliser, sur la digitalisation, sur l'automatisation. Là, il pourra trouver des ressources. Mais il faut d'abord qu'il prenne conscience et il cherche lui-même, avec ses collaborateurs si possible, qu'est-ce qu'il doit faire dans son entreprise pour exister dans 2 ans, 3 ans. Voilà. Et ça, alors il y a tout un tas de conseils possibles. Après, il faut, je ne sais pas si... mais c'est surtout sur l'outil et l'aide à la réflexion et à la structuration de la démarche du business plan ou du projet ou voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, Rodolphe, oui. Oui, je suis tout à fait, bien sûr, en phase avec ce que dit Marc. En fait, la conduite du changement, elle démarre déjà par celle du chef d'entreprise. Et donc, il faut déjà qu'il dépasse ses propres peurs. Voilà, par quoi on démarre? Déjà, prendre conscience, en toute humilité, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas faire. Un chef d'entreprise, ce n'est pas un super-héros. Il ne sait pas tout faire dans l'entreprise. Voilà. Et si on se dit, je vais tout faire et je vais tout résoudre, j'ai une révolution industrielle, j'ai mes clients, mes collaborateurs, enfin, tous les exemples dont on parle depuis 1 heure, là, depuis 45 minutes, ça fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets. Et à mon sens, s'il se dit, je vais tout faire tout seul et je vais me transformer tout seul, c'est extrêmement ambitieux et effectivement, en toute humilité, se dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, là où je suis bon, là où je ne suis pas bon. Et donc, du coup, pour moi, il y a 2 sujets immédiatement à faire. Une fois qu'il est prêt et qu'il a conscience qu'il doit effectivement changer de posture, c'est se faire accompagner. Alors, se faire accompagner, ça peut être par un autre dirigeant qui a déjà mené sa transformation, qui a déjà travaillé à ça. Et puis, voilà, il faut trouver un cercle de confiance.
voilà, là aussi. Alors, qui peut être dans son réseau, d'où l'exploration. Ça peut être avec faire partie d'un accélérateur de BPI. Il y a plein de réseaux d'entrepreneurs, l'APM, le je ne sais pas quoi. Il y a plein de réseaux qui existent, d'interpreneurs. Voilà. Et puis, une fois qu'effectivement, on a un tiers de confiance qui est là aussi pour nous éclairer, pour nous accompagner, il faut vite structurer, si ce n'est déjà fait, des instances de gouvernance de l'entreprise. Tout seul, on n'y arrive pas. Il faut qu'il y ait un tiers extérieur pour nous motiver, pour nous donner un éclairage extérieur et en interne, structurer, si ce n'est déjà fait, une gouvernance pour pouvoir porter tout ça à plusieurs. Voilà. Donc, le gouvernance, c'est un bien grand mot, mais vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est que tout ne porte pas sur les épaules du chef d'entreprise. Et même si on est… alors, effectivement, il faut être peut-être plus de 10 personnes dans sa PME. Et dès qu'on commence à être une PME de 30, 40, 50 personnes, des instances de gouvernance, même modestes, 2-3 personnes officiellement, qui sont là avec des comités de gouvernance et de ne plus porter tout seul, c'est la base pour que, effectivement, à la tête, tout ne reporte pas sous les épaules d'un seul homme. C'est trop lourd, trop dur. Il faut gérer sa transformation perso, celle de l'entreprise, la transformation de ce qui se passe chez ses clients. Ce sont beaucoup de sujets et voilà. Et seul, ça sera trop compliqué. D'accord, merci. Alors, il y a Jean-Pierre Desras qui a demandé à poser une question. Donc, Jean-Pierre, quel était… Oui, merci et bonjour à tous. Oui, moi je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, en particulier le collectif, l'innovation, la nécessité de flexibilité, etc. Ce qu'a dit Rodolphe Roy m'intéresse beaucoup autour du sens de la stratégie, etc. Et moi je voulais faire 3 remarques. 1, le projet. 2, le territoire. 3, la méthode. Je pense qu'il faut vraiment avoir un projet global d'évolution de l'entreprise, seul sur une entreprise ou avec d'autres. Évidemment, même si on parle d'un projet d'entreprise, ce projet ne va pas être construit par le chef d'entreprise lui-même. Donc, d'où le sens, l'importance du management, l'importance d'ouvrir les yeux sur l'avenir. Et plus que de saisir les opportunités, comme ça a été dit tout à l'heure, sur les différents appels à projets qu'il peut y avoir, je pense que la notion de projet, donc de globalité, garantit davantage la durabilité de l'entreprise et de son business. Deuxièmement, le territoire. Je pense que quand on regarde le poids de l'industrie en France, il est effectivement très, très faible aujourd'hui, en moyenne 12%. Mais quand on regarde l'implantation de l'entreprise, de ces entreprises industrielles, on voit que 19% sont dans les territoires ruraux et moins de 10% dans les métropoles. Et j'attire l'attention sur l'évolution des psychologies liées à la crise sanitaire qu'on vient de vivre et qu'on vit encore, et l'importance des mouvements démographiques qui sont enclenchés aujourd'hui et qui sont le fait de jeunes ménages qui ont des projets de vie familiale et de vie professionnelle ailleurs que dans les très grandes villes. Alors, c'est les villes moyennes, c'est les territoires ruraux, pas la campagne, bien entendu, mais voilà, il y a aussi un besoin de services, un besoin de vie. Mais ceci me semble très important et je pense que dans quelques années, peut-être 2 décennies, mais les entreprises s'implanteront là où voudront aller leurs salariés. Donc, c'est très important ça et je pense que ça conduit à une réflexion qui rejoint d'ailleurs les besoins immédiats des entreprises sur la main-d'œuvre, sur la qualification de la main-d'œuvre. Je pense qu'il faut vraiment engager des programmes de formation très ciblés et très territorialisés. Et on voit des grandes entreprises actuellement qui misent là-dessus. Regardez le luxe, regardez Hermès, regardez Vuitton. Toutes leurs bases, toutes leurs entreprises avec des unités de 100, 200, 300 salariés sont dans les territoires ruraux parce qu'on a là une main-d'œuvre fidèle.
et pour peu que l'entreprise se donne les moyens de la former, eh bien, ces salariés sont fidèles et toute la notion de sens, de stratégie, etc., peut s'appliquer. Troisième remarque, c'est la méthode. Effectivement, je pense qu'il faut installer une dynamique dans l'entreprise et entre les entreprises. Et je pense que de ce point de vue, il faut s'appuyer sur l'environnement de l'entreprise. Et les élus, les responsables territoriaux sont tout à fait intéressés. Et je pense que ce qui réussit, eh bien, ce sont les projets collectifs, donc plusieurs entreprises, sur un même territoire, portés par les élus de ce territoire, par la société civile de ce territoire, avec une certaine fierté. Ça peut aller jusqu'à une marque territoriale. Bon, je parle de territoire, mais ça peut être aussi un cluster professionnel qui, bien entendu, doit être sur les dynamiques actuelles. Mais voilà, dès lors qu'il y a un projet qui se dégage à 3 à 5 ans, là, je pense qu'on peut faire des choses et que la pression de l'environnement peut amener à mettre en place une animation de projet, un coaching du dirigeant, un conseil de dirigeant. Tout à l'heure, j'ai écouté le terme de confiance. Voilà, eh bien, il faut que le dirigeant soit en confiance et qu'il puisse véritablement installer son projet avec toute l'innovation technologique et le management qui va avec, et le marketing, bien entendu, qui l'accompagne. Voilà, moi je pense que ces 3 éléments, territoire, projet, méthode, sont extrêmement importants pour avancer dans le sens que l'on souhaite, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Pierre Desras. Donc, dites-moi, il reste 3 minutes là. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous avez une petite conclusion en quelques mots par rapport à ce qu'on a dit? Dites-moi, qui est-ce qui veut penser? Oui, Jean Salin. Jean Salin, on ne vous entend pas. Oui, voilà, je branche le micro. Oui, je reviens juste à votre question, je dirais, de début de séance. L'entreprise de demain, c'est quoi? Je vous ai écouté, j'ai réfléchi et ce que j'ai noté, c'est qu'en fin de compte, on a beaucoup cité le ensemble. Et c'est une notion à laquelle j'adhère parfaitement. Et si j'ai une entreprise, une nouvelle entreprise à créer ou un gros projet à entamer, je ferai une chose. Je créerai à méditer, hein, c'est qu'une idée. Je créerai l'entreprise éphémère pour une simple raison. C'est quoi l'entreprise éphémère? C'est déjà gérer un projet, une affaire sur X années ensemble. Alors, c'est quoi? Alors, le ensemble, c'est si tu veux gagner, il faut avoir les bons coéquipiers. Moi, je dis il faut avoir les bonnes entreprises. Je dis la même chose à une autre échelle. Donc, on crée l'entreprise éphémère en associant toutes celles qui sont les meilleures dans leur domaine, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de perdants. Parce que dans notre business à l'heure actuelle, dans chaque projet, il y a des gagnants et il y a des perdants. Une entreprise, je dirais, éphémère serait une entreprise qui associe les meilleurs et où toutes sont gagnantes. On gère un projet automobile, on va gérer la durée de vie du véhicule ensemble. Si on gagne tous. Si on perd tous. Voilà. C'est ce que j'appelle l'entreprise éphémère. C'est ensemble, il n'y a que des gagnants. Il n'y a pas de perdants. Et si on perd tous. C'est très théorique, mais ce serait une équipe projet composée d'entreprises pour la durée du projet. Voilà.
On n'entend plus rien, là. On a perdu Christophe. On a perdu Christophe. Le chef. Il a coupé son micro. Christophe. Ah oui. Est-ce qu'il faut, je reviens sur ma question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a besoin de créer justement ce lien de la part d'un élément extérieur auprès des différentes entreprises? Ou est-ce que ce lien existe déjà naturellement et que les postes auxquels il faut répondre ou les questions auxquelles il faut répondre vont se poser directement? Alors, désolé, j'ai eu une petite coupure, je reprends. Alors, Thierry, donc, qu'est-ce que vous pensez de la question de Thierry? En fait, moi, je pense qu'effectivement, ce lien, il n'est pas naturel et il faut, il faut accepter de prendre du risque et accepter de sortir de l'entreprise parce que aller chercher, ne pas avoir peur finalement d'aller chercher la compétence et de partager à l'extérieur parce que cette compétence qu'on donne nous, on peut la recevoir aussi. Donc, aller travailler sur l'extérieur et aller chercher ce lien, je pense qu'il faut le créer. Alors, il y a une question, je vois, on dit recherche et développement, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si je voulais que je vous lise l'intervention, bonjour, je ne travaille pas dans le monde industriel, j'ai trouvé toutes vos interventions très intéressantes. Juste une remarque, je n'ai pas entendu parler de recherche et développement qui sont nécessaires pour les innovations technologiques et la réindustrialisation. Que pensez-vous de ce sujet? Alors peut-être qu'en fait, ça n'a pas été peut-être dit explicitement, mais ça fait partie. de l'innovation. D'accord, c'est l'innovation en fait. On va chercher quelque chose, on va innover, on va libérer un petit peu la parole des entreprises. En fait, ça en fait partie. Alors, on n'a pas dit le mot recherche et développement, mais c'est inclus en fait dans la partie innovation. Et je pense aussi, pour compléter ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que d'aller voir les autres, je pense qu'on a rien à perdre en fait d'aller travailler avec les autres. Je pense que même si ce n'est pas fructueux, je pense qu'on aura déjà fait des pas en avant, on aura appris quelque chose. Et dans tous les cas, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde en fait de tenter aussi l'aventure. Bien, bah écoutez, là, on a dépassé en fait notre temps de parole, donc je suis désolé parce qu'il y a encore des questions, hein. Donc, je vous propose de nous arrêter ici. Donc, je vous remercie beaucoup. Moi, j'entends quand même innovation et ensemble, hein. Il faudra qu'on réécoute tout ça pour faire une synthèse de tout ce que vous nous avez dit, mais c'était très intéressant et effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'on est en face d'une rupture qui est terrible, enfin qui est très importante. Visiblement, on a des atouts. En revanche, ça va demander surtout un changement de mentalité en quelque sorte, c'est-à-dire que, en quelque sorte, comme disait un de nos présidents, quand on veut, on peut. Mais il faut se rendre compte qu'il faut changer, quoi. Voilà. Donc, merci à tous et puis à bientôt. Donc, cette séance a été enregistrée et je vous ferai signe dès qu'elle sera en ligne sur notre site web. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, au revoir.